Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire des contes d'Asie et du Moyen-Orient. Alors, il y a beaucoup d'histoires très intéressantes dans ce livre, y compris des histoires qu'on connaît déjà tous comme Sinbad le marin ou encore Ali Baba et les 40 voleurs. En plus, il y a de magnifiques illustrations et j'ai bien envie de lire le livre en entier, peut-être en 2 ou 3 fois. Donc on va commencer avec Ali Baba et les 40 voleurs. Un conte venu d'Iran. 2 frères, Cassim et Ali Baba, vivaient dans la même ville. Le premier était riche et le second pauvre. Un jour, Ali Baba coupait du bois dans la forêt quand il entendit du bruit. Il se cacha alors dans un tronc creux et observa. 40 cavaliers chargés de sacs s'arrêtèrent tout près de lui et sautèrent sur la mousse. Le plus grand, qui était sans doute le chef, s'approcha d'un rocher et cria « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher se déplaça, une grotte apparut et les hommes y pénétrèrent. Peu après, ils en ressortirent les mains vides. « Sésame, ferme-toi !» ordonna le chef. Le rocher reprit sa place et les cavaliers s'éloignèrent. Ali Baba sortit de sa cachette, s'approcha du rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt le rocher se déplaça et Ali Baba entra dans la grotte. Il n'en croyait pas ses yeux. Que de trésors! Des étoffes de soie, des tapis, des monceaux d'or et de pierreries. Il en prit autant que ses 3 ânes pouvaient emporter. Puis il quitta la grotte et ordonna « Sésame, ferme-toi !» Le rocher reprit sa place et Ali Baba rentra chez lui. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda sa femme, très inquiète. « Voler des voleurs n'est pas un crime, » dit Ali Baba pour la rassurer, « mais jure-moi de n'en parler à personne. » La femme d'Ali Baba promit de garder le silence et elle aida son mari à enterrer le trésor dans leur jardin. Hélas, quelqu'un les observait. C'était la femme de Cassim. Elle courut chercher son mari qui menaça son frère. « Si tu ne me dis pas quel est ton secret, je te dénoncerai. » Ali Baba fut bien obligé de raconter son aventure. Dès le lendemain, Cassim partit dans la forêt avec 10 mulets, chargés de larges coffres. Arrivé près du rocher, il ordonna « Sésame, ouvre-toi !» Il resta si longtemps dans la grotte que le rocher finit par reprendre sa place. Quand les coffres furent remplis, Cassim cria « Orge, ouvre-toi !» Le rocher ne bougea pas. « Maïs, ouvre-toi ! Millet, ouvre-toi !» Cassim avait oublié la formule magique. Terrifié, il chercha une autre sortie, mais n'en trouva pas. À la fin de la journée, du bruit se fit entendre. Le rocher s'entr'ouvrit et Cassim se rua vers l'extérieur. Le chef des voleurs brandit son sabre et le coupa en 4 morceaux qu'il déposa dans la grotte en ricanant. Ainsi personne n'aura envie de faire comme lui. Le jour suivant, alerté par la femme de Cassim qui ne voyait pas son mari revenir, Ali Baba se rendit dans la forêt avec ses 3 ânes. Il découvrit un bien triste spectacle à l'intérieur de la grotte, son frère coupé en morceaux. Alors il plaça le corps dans 4 sacs. Il prit aussi des pièces d'or et il rapporta le tout en ville. Quel malheur! La femme de Cassim et son esclave Morgiane pleurèrent beaucoup. Mais personne ne devait être au courant de cette sinistre aventure. Morgiane courut donc chez Mustapha le cordonnier. Elle le conduisit jusqu'à la maison de sa maîtresse. En
Cassim qu'on enterra le jour suivant. Ali Baba, sa femme et leurs enfants rejoignirent la veuve de Cassim dans sa maison et s'y installèrent. Pendant ce temps, les 40 voleurs étaient revenus à la grotte. Le corps a disparu, grogna le chef, et on nous a encore volé des pièces d'or. Démasquons celui qui a fait le coup et tuons-le. L'un des voleurs partit en ville faire une petite enquête. Il rencontra Mustapha le cordonnier et lui dit: Mon pauvre grand-père a été découpé en morceaux. Que faire pour lui? Le recoudre, c'est ce que j'ai fait avant-hier. Le voleur lui tendit plusieurs pièces d'or et le cordonnier, ravi, retrouva facilement la maison de Cassim. Le voleur traça une croix blanche sur la porte et il partit chercher les hommes de sa bande. Heureusement, Morgiane découvrit la croix et elle pensa: Cela ne me semble pas normal. Elle prit un morceau de craie et traça une croix sur les portes de toutes les maisons du quartier. Ainsi les voleurs ne purent retrouver celle de Cassim. Furieux, le chef des voleurs lui-même alla trouver Mustapha qui le guida jusqu'à la maison où vivait à présent Ali Baba. Puis le chef se déguisa en marchand et frappa à la porte. « Pourriez-vous m'héberger cette nuit avec mes ânes ?» Naturellement, dit Ali Baba, soyez le bienvenu. Chacun des 20 ânes transportait 2 grandes jarres d'huile. Cette nuit-là, Morgiane eut justement besoin d'un peu d'huile pour sa lampe. Elle s'approcha d'une jarre et entendit chuchoter. « Le moment est-il venu ?» « Non, pas encore, » répondit Morgiane, car elle venait de comprendre que les bandits étaient cachés là, tout près. Seule la 40e jarre contenait de l'huile. Morgiane en remplit une cruche et courut la faire bouillir. Elle en versa ensuite dans les 39 autres jarres, ce qui tua net les 39 voleurs qui étaient cachés à l'intérieur. Quand le chef ordonna à ses hommes de sortir des jarres pour le rejoindre, aucun n'obéit. Il comprit ce qui était arrivé, et il essaya de s'enfuir, mais Morgiane, qui le guettait, le tua. Pour remercier l'esclave Morgiane de l'avoir sauvé, Ali Baba lui rendit sa liberté et lui offrit la main de son fils aîné. À partir de ce jour, tous vécurent heureux grâce aux richesses de la grotte, et plus un seul voleur ne vint troubler la paix qui régnait dans leur maison. On continue avec les Pléiades, un conte de Sibérie. Cette histoire s'est passée en Sibérie il y a très longtemps. Il faisait déjà froid. Les habitants de la région, les Yakoutes, étaient emmitouflés dans leurs grands manteaux de laine, un bonnet de fourrure sur la tête. Ils regardaient les étoiles avec inquiétude. « Les Pléiades sont de retour, » dit le chef. Il montra du doigt les 7 étoiles qui chaque année apportaient l'hiver glacial des pays du Nord qui durerait aussi longtemps que les Pléiades brilleraient dans le ciel. Ces étoiles étaient reliées entre elles par un fil d'argent et elles se déplaçaient très lentement. Si elles partaient plus vite, réfléchit Kado, l'un des Yakoutes, l'hiver finirait plus tôt. C'est vrai, approuvèrent les autres. Comment faire? Je crois que j'ai une idée, dit Kado. Près du village poussait un arbre géant. C'est pourquoi il annonça: Je vais monter jusqu'au ciel. C'est dangereux, remarqua le chef. Je serai prudent, promit Kado. Il glissa dans sa ceinture une grande paire de ciseaux et commença l'escalade. Les branches devenaient de plus en plus difficiles à attraper. Kado était épuisé. Il risquait de tomber à tout moment. Quand il atteignit les nuages, il s'arrêta, essoufflé, et se reposa un peu à califourchon sur une branche.
Là, il découvrit 7 lianes colorées, 7 lianes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il en attrapa plusieurs et se hissa jusqu'au sommet de l'arbre. Maintenant, sa tête touchait les étoiles. Il faisait un froid terrible et ses doigts étaient gelés. Mais non loin de lui brillaient les Pléiades. Alors Cadeau saisit la grande paire de ciseaux. D'une main, il s'agrippa à la branche la plus haute. De l'autre, il coupa le fil d'argent qui reliait les 7 étoiles. Les Pléiades libérées s'éloignèrent rapidement et Cadeau aurait applaudi s'il avait eu les mains libres. Il se mit à rire et annonça d'une voix forte: « Désormais, l'hiver passera plus vite. La vie sera moins dure sur la terre. » Cadeau redescendit lentement, tandis que le soleil transperçait les nuages, et il sourit car le printemps serait bientôt là. La fée du ciel, un conte venu d'Indonésie. À Bali se dresse le volcan Agung. C'est le domaine des dieux de cette île d'Indonésie. Il est si haut qu'on ne voit pas le sommet caché par les nuages. Le soleil s'y repose chaque nuit et les fées du ciel y dansent avec les rayons de lune. Un jour, un jeune homme nommé Mamanua s'endormit sur les pentes du volcan et fit un rêve. Une cabane de bambou et de feuilles de palmier s'élevait au bord d'un lac, dans un jardin fleuri de roses et de jasmin. Quand il s'éveilla, il remercia les dieux de lui avoir envoyé ce rêve. Puis il creusa un lac profond dans le roc, bâtit une cabane et planta des buissons et des fleurs tout autour. Une nuit, pendant que le jeune homme dormait, le parfum des fleurs attira les fées du ciel. Elles se posèrent dans le jardin, ôtèrent leurs vêtements d'étoiles et se baignèrent dans le lac. Après leur bain, elles cueillirent toutes les fleurs pour en faire des couronnes et s'envolèrent. Au matin, Mamanua découvrit le jardin dévasté. « Je vais devoir tout replanter. Quand les buissons refleuriront, je les surveillerai. Je comprendrai alors ce qui s'est passé. » Ainsi, un mois plus tard, quand les buissons refleurirent, il aperçut à minuit des sortes de lucioles qui descendaient du volcan. Des lucioles, s'étonna Mamanua en se cachant. Mais non, ce sont des fées. Elles enlevèrent leurs vêtements d'étoiles et se baignèrent. Le jeune homme en profita pour cacher la robe de la plus belle d'entre elles sous une gerbe de riz. Les fées cueillirent ensuite toutes les fleurs et s'envolèrent, sauf la plus belle qui se mit à pleurer, car sans sa robe, elle ne pouvait plus regagner le ciel. Elle appela ses amis, mais personne ne lui répondit. « Qui es-tu » demanda Mamanua. « Supraba, une fée du ciel. » Le jeune homme lui tendit du tissu pour qu'elle se couse une nouvelle robe. « Ton destin est ici maintenant. Voudrais-tu devenir ma femme ?» La fée du ciel accepta, et ils vécurent heureux pendant de nombreuses années. Supraba mit au monde successivement 3 petites filles aux yeux brillants comme des étoiles. Quand Mamanua voulait semer du riz pour nourrir sa famille, Supraba lui disait « Va plutôt soigner les fleurs, je m'occupe du repas. » Chaque matin, elle plaçait un seul grain de riz dans la casserole. Quand elle la déposait sur la table, la casserole était toujours pleine de riz délicieux. Mamanua était curieux et il insistait. « Comment fais-tu ? » « C'est mon secret, je suis une fée du ciel. » Le temps passa. Un jour, elle lui demanda. « Surveille le feu, surtout ne soulève pas le couvercle. » Hélas, la curiosité l'emporta. Il finit par désobéir et le charme fut rompu. Il n'y aurait plus qu'un seul grain de riz pour le repas. « Désormais, il faudra semer du riz dans la rizière, dit Supraba sans se fâcher. Nous aurons moins de temps à consacrer aux fleurs du jardin. » Quand le riz vint à manquer, elle
elle souleva la dernière gerbe de la réserve et découvrit sa robe d'étoile que Mamanoua avait cachée. Elle l'enfila, mais la robe l'entraîna aussitôt là-haut, tout là-haut, au sommet du volcan Agung. Alors elle cria à son mari avant de disparaître. Les dieux m'emportent. Si tu as besoin de moi, allume de l'encens et prononce mon nom. Mamanoua et ses 3 petites filles pleurèrent longtemps. Une veuve qui passait par là les entendit parler et proposa: Comme ta fée ne reviendra plus, je peux m'occuper de tes enfants. Tu n'as qu'à m'épouser. Mamanoua crut bien faire et finit par accepter. Comment aurait-il pu deviner que sa nouvelle femme était méchante et qu'elle maltraiterait ses petites filles? En effet, à partir de ce jour, elle fit travailler les enfants, les nourrissant mal, les frappant et les menaçant. Si vous racontez quoi que ce soit à votre père, vous vous en repentirez. Les aînés n'osaient rien dire, seule la plus petite se plaignit. Qu'as-tu fait à mes enfants? Gronda Mamanoua. Rien, mon amour, je te le jure. La méchante femme décida de se débarrasser de la plus jeune. Elle emmena les enfants se baigner à la rivière du village. Sans hésiter, elle sortit un couteau de sa poche, creva les yeux de la petite fille et la jeta à l'eau. Puis elle rugit en se tournant vers ses sœurs. Taisez-vous ou vous subirez le même sort. Le soir, pendant le repas, Mamanoua s'inquiéta. Où est donc ma petite chérie? Sa mère est venue la chercher et l'a emportée dans le ciel, répondit la méchante femme. Le lendemain, les 2 filles aînées se rendirent au bord de la rivière où elles entendirent gémir. Est-ce toi, petite sœur? Oui, venez vite, je suis comme dans la nuit. La voix provenait d'un îlot au milieu de la rivière. Les 2 petites filles allèrent chercher leur sœur et la ramenèrent sur le rivage. Au crépuscule, les enfants n'avaient toujours pas regagné la maison. Mamanoua alla prévenir les villageois et tous commencèrent les recherches. Elles sont là en train de pleurer, cria soudain quelqu'un. La plus jeune a les yeux crevés. Quand les 2 aînés racontèrent ce qui s'était produit, les villageois s'emparèrent de la méchante belle-mère, lui attachèrent une pierre au cou et la jetèrent dans la rivière où elle se noya. Mamanoua prit sa 3e fille dans ses bras et sanglota. Pardon de ne pas t'avoir cru quand il était encore temps. Enfin, il se souvint des paroles de la fée du ciel. Il alluma des bâtons d'encens et murmura: Soubraba, Soubraba. Là-haut, tout là-haut, la fée du ciel l'entendit. Elle aperçut les yeux vides de sa petite fille. Elle confia 3 tiges de palme et un fruit jaune à un oiseau blanc en priant: Dieu du feu, rends la vue à mon enfant. L'oiseau descendit au village. Il caressa les yeux de la petite fille avec les tiges de palme. Puis, sur les conseils de l'oiseau, Mamanoua coupa le fruit en 2 et en versa 3 gouttes dans chaque œil de son enfant, qui recouvra aussitôt la vue. Le père et ses 3 petites filles montèrent alors au sommet du volcan Agung pour remercier la fée du ciel. Ils vécurent longtemps heureux dans la hutte de bambou, et chaque nuit, Soubraba se glissa dans leurs rêves. Le tigre, le cerf et le renard, un conte venu de Chine. Un tigre aperçut un jour un petit cerf tacheté qui broutait sous un arbre. Il n'avait encore jamais vu de cerf et il réfléchit. Oh oh, quel est donc cet animal qui porte des branches sur le crâne? Le cerf aussi remarqua le tigre et il eut si peur qu'il ne put faire le moindre mouvement. Il était paralysé, impossible de s'enfuir. Il n'avait qu'une chance de ne pas être dévoré. Essayer de tromper le tigre. S'armant de courage, il fit comme si de rien n'était et continua à brouter
bizarre, s'étonna le tigre. Pourquoi cet animal ne s'enfuit-il pas en me voyant? Il s'approcha à pas lents et demanda: À quoi te servent les drôles de cornes que tu as sur la tête? À déchirer les tigres, se moqua le cerf. Le tigre sursauta. Pourquoi as-tu toutes ces taches blanches sur le corps? Chaque fois que je dévore un tigre, expliqua le cerf, une nouvelle tache apparaît. J'en ai mangé tellement que je n'arrive plus à toutes les compter. Le tigre pâlit et s'enfuit à toutes pattes sans se retourner. Sur la route, il rencontra un renard qui l'interrogea. « Bonjour, tigre, tu as l'air bien pâle. Que t'est-il arrivé ?» Le tigre lui raconta sa mésaventure et le renard éclata de rire. « Le cerf tacheté s'est moqué de toi, arrête de trembler. » Mais le tigre refusait de le croire. Alors le renard proposa: « Je vais grimper sur ton dos. Si je suis avec toi, tu n'auras pas peur. Tu vas me conduire jusqu'au cerf et tu pourras constater que j'ai raison. » Et hop, le renard sauta sur le dos du tigre. Quand le cerf les vit, il devina ce qui s'était passé. S'il ne réagissait pas immédiatement, le tigre ne ferait qu'une bouchée de lui. C'est pourquoi il s'écria: « Merci, frère renard, merci, mon ami. Tu m'avais promis de m'apporter un bon tigre pour mon repas. Grand merci, je vois que tu sais tenir tes promesses. Et tu arrives juste à l'heure de mon déjeuner. » En entendant ces mots, le tigre fit un bond énorme. Puis il s'enfuit à toute vitesse, happant au passage le pauvre renard. Quant au petit cerf tacheté, il eut un sourire malin et se remit à brouter. Le génie du mont Tan Bien, un conte venu du Vietnam. Loc Tan était un jeune bûcheron qui vivait au pied du mont Tan Bien. Sur les versants de ce mont poussait une forêt. Chaque jour, Loc Tan abattait des arbres. Il les sciait pour en faire des rondins qu'il faisait rouler jusqu'à la rivière. Là, il les vendait à des marchands venus avec leurs jonques, et ceux-ci emportaient le bois vers la mer, où il devait servir à construire des bateaux. Loc Tan n'avait jamais vu la mer et pensait ne jamais la voir. Un matin, le bûcheron voulut abattre un arbre au tronc énorme. Il lui fallut des heures pour y parvenir. La nuit venue, l'arbre tomba enfin. Loc Tan reprit ses outils et décida: « Je le débiterai demain, il est temps de rentrer chez moi. » Mais le lendemain matin, quelle ne fut pas sa surprise? L'arbre se dressait intact. Il n'y avait pas la moindre trace de coup de hache sur le tronc. « Les branches du sommet sont cassées, remarqua le bûcheron. Je n'ai pas rêvé. » Il se remit au travail. Il lui fallut une nouvelle journée pour abattre l'arbre. Et le lendemain, ce dernier se dressait au même endroit. « Il se passe quelque chose de bizarre. Je veux en avoir le cœur net, » dit le bûcheron après avoir abattu l'arbre. Et il se cacha plus loin dans les buissons et attendit. 1 heure plus tard, arriva un vieillard. Il caressa le tronc et l'arbre se redressa lentement. Loc Tan sortit de sa cachette en gesticulant. « Vous n'avez pas le droit de saboter mon travail. Je suis le génie de la montagne et cet arbre est mon ami, » dit le vieillard. « C'est contre son tronc que je me repose depuis des centaines d'années. Je sais que tu es bûcheron, mais je t'en prie, ne coupe pas cet arbre-ci. » Comme Loc Tan hésitait, le vieillard lui tendit une baguette. « Si tu laisses cet arbre en paix, je te donnerai cette petite branche qui guérit les malades. » Loc Tan retourna au village. Là, il soigna plusieurs malades et gagna bien plus d'argent que s'il avait coupé du bois. Alors, l'ancien bûcheron quitta le village et longea le fleuve jusqu'à la mer. Sur une plage, il aperçut des enfants qui frappaient
serpent marin avec des bâtons. Arrêtez, sale garnement, ordonna-t-il, et d'un coup de baguette il guérit l'animal blessé. Puis il hocha la tête, étonné. Que fais-tu donc sur le sable, toi, un serpent des mers ? Je voulais voir à quoi ressemblaient les hommes, malgré l'interdiction de mon père, le roi des mers du Sud. Tu as de la chance que je passe par là. Pour te remercier de m'avoir sauvé, je voudrais te présenter à mon père, dit le serpent. C'est ainsi que Loctane visita le palais du roi des mers du Sud, où de grandes fêtes eurent lieu en son honneur. Reste ici pour toujours, proposa le roi. Je préfère retourner chez moi, répondit Loctane, dans la forêt de la montagne. Mon fils va te reconduire sur la plage où vous vous êtes rencontrés, déclara le roi. Bon voyage. Loctane repartit donc. Le voyage fut long. Quand il atteignit le mont Tanvienne, le vieux génie lui dit avant de mourir « Je suis heureux de te revoir. Si tu es revenu ici, c'est que tu aimes la forêt autant que je l'aime. Tu vas prendre ma place et devenir le protecteur des monts et des forêts. » Loctane enterra le vieillard au pied de son arbre. Chaque matin, il soignait les malades d'un coup de baguette et on venait le voir de très loin. Un jour, le roi du pays vint le trouver. « Grâce à toi, les malades guérissent, la vie a changé. Veux-tu épouser ma fille, Kimchi ?»« Avec plaisir, dit Loctane. Mais tout le monde ignorait que le serpent sauvé par l'ancien bûcheron était amoureux de la princesse. À la mort de son père, le serpent était devenu le nouveau roi des mers du Sud. En longeant la côte, il avait aperçu Kimchi et s'était promis de la prendre pour femme. Le mariage entre Loctane et Kimchi eut lieu sur la montagne. Pendant 7 jours et 7 nuits, on chanta, on dansa, et le roi serpent, fou furieux, déclara « Je vais tuer Loctane et enlever la princesse. » Il rassembla les tortues et les pieuvres, les poissons et les crustacés, les vagues et le vent marin. Tous se ruèrent à l'assaut du mont Tanvienne. Une terrible tempête éclata. Les vagues et les animaux marins se fracassaient contre la forêt. Depuis que Loctane n'était plus bûcheron, les arbres avaient poussé, les troncs et les branchages formaient des remparts infranchissables. Les vagues se brisaient au pied du mont et ce combat continue encore. Mais Loctane et Kimchi s'en moquent, là-haut, au sommet de la montagne, où ils vivent en paix. Le hérisson rusé, un conte venu de Mongolie. C'était il y a très longtemps. À cette époque, le roi du ciel et le roi de la terre se rencontraient rarement. Alors Erlik, le roi de la terre, décida « Je vais monter rendre visite au roi du ciel. » Il grimpa sur une longue échelle et finit par atteindre le ciel. Esej-Malan, le roi du ciel, le reçut avec un large sourire. « Assieds-toi, mon ami, prends place sur ce nuage. Ta visite me fait grand plaisir. »« Moi aussi, dit Erlik, je suis heureux de te voir. Je voudrais te faire un cadeau, commença Esej-Malan, pour te remercier d'être monté jusqu'à mon royaume. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » Le roi de la terre jeta un coup d'œil autour de lui. « Pourrais-tu me donner la lune ? » Erlik, mon ami, soupira le roi du ciel. Choisis plutôt autre chose, car la nuit serait trop triste sans lune. Le roi de la terre approuva. Tu as raison, je vais donc prendre les étoiles. Les étoiles, sursauta Esej-Malan. Un ciel sans étoiles, ce serait lugubre.
tu as raison, répéta Erlik. Donne-moi donc le soleil, si ce n'est pas trop te demander. Le roi du ciel hocha tristement la tête. Il ne pouvait pas refuser 3 fois de suite, cela aurait été impoli. Il plaça le soleil dans un grand sac et le confia à Erlik qui redescendit chez lui et enferma le soleil dans un coffre. Sans soleil, il n'y avait plus ni lumière, ni chaleur, plus de printemps ni d'été. Il faisait froid et sombre toute l'année. Et Sej-Malan se lamentait sur son nuage. Que faire? Il devait trouver une idée. Enfin, il s'adressa à un petit hérisson malin. Rapporte-moi le soleil qui est enfermé dans un coffre du roi de la terre. L'hiver a assez duré. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Le hérisson alla trouver le roi de la terre. Il avait l'air tout timide malgré ses piquants. Personne n'aurait pu deviner combien il était rusé. Bonjour, Erlik, je suis venu te saluer de la part du roi du ciel. C'est fort aimable à lui, à mon tour de le remercier. Tu peux emporter tout ce dont tu as envie. Le hérisson était malin, il fit mine de réfléchir. Peux-tu m'offrir les murmures de la forêt? Erlik secoua la main. Impossible de les attraper. Choisis un autre présent. Dommage, dit le hérisson. Peux-tu m'offrir l'écho du rêve? Erlik écarquilla les yeux. Où trouver une chose pareille? Choisis un autre présent. Dommage, dit le hérisson. Tant pis, je me contenterai du soleil. Erlik ne put refuser une 3e fois, et c'est ainsi que le soleil reprit sa place dans le ciel. La lumière et la chaleur revinrent, le printemps et l'été aussi, grâce à un petit hérisson rusé. Un voyage de Sinbad le marin, un conte venu d'Irak. Sinbad était un marchand de Bagdad. Il emportait différentes marchandises sur un navire pour les vendre dans les ports. Mais à chacun des 7 voyages qu'il fit, il vécut de terribles aventures. Voici le récit de son 3e voyage. Sinbad quitta Bagdad où il demeurait. Il fit transporter de riches marchandises jusqu'à Bassora. Là, il embarqua sur un navire et le voyage commença. Après s'être arrêté dans plusieurs ports, le navire essuya une terrible tempête. Le capitaine dut mettre le bateau à l'abri et prévint ses hommes. Cette île et ses voisines sont habitées par des nains velus. Ça ne sert à rien de nous défendre, car ils sont aussi nombreux que des sauterelles. En effet, une multitude de nains hideux apparurent. Leur corps était couvert de poils roux. Ils obligèrent le capitaine et ses 11 passagers à mettre pied à terre sur une île voisine qu'on disait très dangereuse. Au centre de l'île se dressait un grand palais où Sinbad et ses compagnons pénétrèrent. Horreur, ils y découvrirent d'un côté un tas d'ossements humains et de l'autre des broches à rôtir. Au coucher du soleil, une porte s'ouvrit avec grand bruit. Un homme au poil noir, haut comme un palmier, fit un pas en avant. Il avait au milieu du front un œil unique, rouge et brillant. Ses dents de devant étaient longues et pointues. Sa lèvre inférieure pendait sur sa poitrine. Ses oreilles d'éléphant lui couvraient les épaules. Le géant se baissa, saisit Sinbad par la nuque et l'examina. Le trouvant sans doute trop maigre, il le relâcha. Puis il ramassa le capitaine, le plus gros de tous, l'embrocha, le fit rôtir sur le feu et le mangea. Après son repas, le géant se coucha et se mit à ronfler aussi fort que le tonnerre. Sinbad et ses compagnons étaient terrifiés. Que faire? Au lever du soleil, le géant sortit du palais.
proposa. Construisons des radeaux. Même s'ils sont fragiles, je préfère périr noyé que dévoré par l'ogre. Tu as raison, approuvèrent les autres. Le soir, les radeaux étaient prêts. Sinbad et ses compagnons regagnèrent le palais. De nouveau, le géant dévora l'un des prisonniers après l'avoir fait cuire, puis il s'endormit. Alors Sinbad et les 9 hommes prirent chacun une broche dont ils virent rougir la pointe dans le feu, et tous ensemble ils les plantèrent dans l'œil du géant. L'ogre poussa un rugissement épouvantable. Il tendit les mains pour saisir ses assaillants, sans succès. Enfin, il quitta le palais en hurlant. Rejoignons les radeaux, ordonna Sinbad. Mais à cause des récifs, il va falloir attendre l'aube avant que nous puissions nous éloigner du rivage. Quand le soleil se leva, le géant réapparut. Hélas, il n'était pas seul. Plusieurs monstres semblables au géant l'accompagnaient. Ils montrèrent du doigt les radeaux et les bombardèrent de grosses pierres. Seul le radeau de Sinbad échappa au massacre. Il n'y avait plus que 3 survivants. Le vent entraîna alors le radeau loin de l'île. Pendant un jour et une nuit, il fut ballotté à la crête des vagues. Il s'arrêta enfin dans une crique et les 3 survivants débarquèrent. Sur cette nouvelle île, Sinbad et ses amis purent cueillir des fruits rafraîchissants. Épuisés, ils s'endormirent ensuite sur le rivage. Il faisait nuit noire quand un grincement les réveilla. Un gigantesque serpent rampait en raclant le sol de ses écailles. L'animal projeta sa gueule sur l'un des 3 hommes, le secoua pour l'assommer et l'avala. Grimpons à cet arbre, cria Sinbad. Son ami le suivit. Tous 2 se croyaient à l'abri au sommet de l'arbre, mais le serpent glissa le long du tronc et engloutit le dernier compagnon de Sinbad avant de faire demi-tour. Sinbad était désespéré. Il finit par se ressaisir. Il me reste peut-être une chance. Je vais faire des fagots de petits bois, de ronces et d'épines sèches. Il construisit ainsi un grand cercle autour de l'arbre. En pleine nuit, le serpent revint. Il rampa pendant des heures autour du rempart qu'il ne put franchir. Sinbad sentait son haleine empestée et il tremblait de tous ses membres. Au matin, le serpent s'éloigna et Sinbad en profita pour courir vers la mer. Un navire, s'écria-t-il, pourvu qu'on me voie. Il défit son turban et l'agita de toutes ses forces. L'équipage l'aperçut et une chaloupe vient chercher le rescapé. C'est ainsi que Sinbad put retourner sain et sauf à Bagdad, mais ses aventures n'étaient pas terminées. Vous les découvrirez une autre fois. Et oui, c'est comme la suite de ce livre. On le découvrira une autre fois. En attendant la suite, voilà, j'espère que cela vous a plu et que cela vous a détendu. Et en attendant